Donc, pour ce canapé RH, qui dit début d'année, dit bonne résolution. Et voilà, on pense résolution RH, moins d'absentéisme, moins de turnover, une meilleure expérience collaborateur, par exemple, mais aussi niveau RSE, avoir un impact environnemental moindre. Donc, j'ai pensé au sujet de mobilité. Donc, savez-vous que 69% des salariés sont prêts à changer d'emploi pour se rapprocher de leur domicile? Donc, effectivement, ce sujet de mobilité en entreprise est un grand sujet RH avec des grands enjeux. Effectivement, ces trajets peuvent être source de turnover ou d'absentéisme. Alors, comment diminuer le taux d'absentéisme et de turnover grâce au plan de mobilité? C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, parler ensemble et trouver des solutions. Et pour cela, j'ai invité Laure Wagner, qui est CEO de l'entreprise 1 km à pied, qui est une solution de gestion de trajet domicile-travail. Donc, on ne pouvait pas avoir mieux. Donc, merci Laure d'avoir accepté l'invitation. Je vais laisser te présenter, introduire le sujet. Ensuite, j'ouvrirai les échanges. Aujourd'hui, exceptionnellement, je ne suis pas accompagnée de ma collègue Camille qui normalement gère le chat. Donc, excusez-moi si je n'arrive pas à gérer toutes ces questions dans le chat. Donc, privilégiez vraiment les questions à l'oral au moment des échanges. Voilà. Donc, Laure, je te laisse te présenter et introduire le sujet. Parfait, merci beaucoup et bonjour à tous. J'ai quelques slides pour me présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Là, ça charge. Voilà, est-ce que vous voyez? Oui, très bien. Ok, super. Et bien, hop, j'ai le premier slide pour vous raconter d'où je viens. Donc, ça fait 14 ans que je suis dans la mobilité durable. J'ai commencé à bosser pour le ministère de l'écologie sur la Semaine européenne de la mobilité. Et à ce titre-là, j'ai eu ma première prise de contact avec covoiturage.fr, qui est l'ancêtre de Blablacar. On a juste fait un rebranding. Et donc, j'ai eu la chance d'être embauchée et d'être la toute première collaboratrice de covoiturage.fr en 2009 et d'y rester 11 ans. Et donc, à la fin, je suis passée de l'équipe communication à l'équipe RH, justement, ce qui nous fait un point commun, et où je m'occupais plutôt de la partie soft et la partie communication en étant culture captain, donc beaucoup ce qui est engagement, culture d'entreprise, et puis marque employeur. Et donc, j'avais une double passion qui était à la fois le côté mobilité durable et à la fois le côté expérience collaborateur. Et du coup, maintenant, je travaille sur les trajets domicile-travail qui font vraiment la jointure entre les deux. Et j'ai lancé 1 km à pied, qui est donc une solution RH de data analyse des trajets domicile-travail pour voir l'impact des trajets actuels et ce qu'on peut faire de mieux. Mais avant de vous parler de ce qu'on peut faire de mieux, je vais vous faire un petit état des lieux de la mobilité aujourd'hui. Et voilà, en fait, l'équation, on va dire, voilà, l'équation des trajets domicile-travail aujourd'hui, c'est qu'un trajet, finalement, c'est une distance à parcourir. Et aujourd'hui, elle est de 13,3 km en moyenne à l'aller, hein, c'est rien qu'à l'aller. Ce qui explique, comme c'est trop long pour être marchable ou cyclable, je ne sais pas si certains font du vélo, mais en gros, 6 km à vélo, c'est déjà 25 minutes. 25 minutes, c'est le temps un peu maxi que les gens sont prêts à mettre dans leur trajet. Donc, vous voyez que le trajet moyen en France, il est déjà plus du double de ce que les gens sont prêts à faire à vélo. Donc, il y a peu de gens qui sont à distance cyclable, ce qui explique que 73% des Français, des actifs, fassent toujours leur trajet domicile-travail en voiture. Et puis, au niveau de la fréquence, eh bien, toujours 5 jours par semaine en moyenne. Alors, j'ai mis en titre réduire la fréquence, oui, mais en fait, vous, là, nous, on est tous éligibles au télétravail, mais en fait, finalement, c'est qu'un quart des actifs qui sont éligibles au télétravail, 3 quarts des Français, et ceux qui ont certainement des employés de terrain, là, le vivent dans leurs entreprises. La réalité, c'est que la majorité des gens, plus de 70% des Français, font leur trajet tous les jours. Donc, finalement, dans l'équation, la fréquence, ça ne va pas beaucoup bouger. Et si on veut changer le mode de la voiture, qui est à la fois coûteux, fatigant, pénible, polluant, etc., et qui on attribue tous les mots, eh bien, il va falloir réduire la distance, puisque c'est à cause de cette distance qu'on est un peu coincé. Je vous ai mis là les parts modales, en fait. Et donc, le vélo, malgré l'augmentation pendant le Covid, finalement, ça a été pris sur la part des transports en commun. La voiture a augmenté elle aussi pendant le Covid. Donc finalement, même si on a vu un boom réel du vélo, plus de vélos dans les rues, ça n'a pas enlevé des voitures sur la route. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce plafond de verre au vélo et pourquoi on n'arrive pas à cet idéal de tout le monde qui vient au boulot en sifflotant à vélo? C'est justement à cause de ces distances qui sont trop longues.
Et parce que, donc, juste, voilà, je vous montre 13,3 km, qu'est-ce que ça fait? J'ai mis à Nantes un trajet de 13,3 km qui est le trajet moyen. Je ne sais pas s'il y a des Nantais dans la salle, mais du coup, bah, vous voyez, c'est 59 minutes à vélo mécanique. Et ensuite, quand j'ai coché avec la vitesse assistance électrique, c'est 43 minutes. Donc, c'est vraiment très long. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, la simple injonction de bah, venez à vélo, ça ne suffit pas. En fait, simplement, il y a très peu de gens qui sont à distance cyclable et ceux qui sont à distance cyclable n'ont pas beaucoup encore de pistes cyclables. Donc, voilà. En premier lieu, réduisons les distances. Donc, vous voyez, là, je vous ai mis un petit peu les modes de trajet qui peuvent se faire. Donc, 2 km à pied, ça va être 20 minutes et quelques. 4 km à trottinette, c'est faisable. 6 km à vélo en 25 minutes. 10 km à VE à aussi 25 minutes. Et puis, le covoiturage, ça intéresse à partir de trajets plus longs. Et donc, pourquoi est-ce que je me passionne pour ce sujet et pourquoi avoir lancé 1 km à pied? C'est qu'en fait, on a besoin de réduire les distances face aux contraintes climat et énergie. Et vous, en tant que RH, eh bien, vous avez ça entre vos mains. En fait, c'est une transition qui passera par la fonction RH. Donc, l'idée, c'est de changer de paradigme entre 13 km en voiture, qui est donc le trajet, on va dire, la distance moyenne et le mode de trajet le plus fréquent. Et on a 10 ans pour passer, tendre en tout cas, vers 1 km à pied, qui est un peu un futur souhaitable de trajet moins carboné, plus local, etc. Et sachant que sur le chemin, il y a les zones à faible émission qui vont être renforcées de plus en plus, il y a la risque de contraction de l'offre de pétrole. Donc, c'est un chemin de toute manière qu'on doit prendre parce que il y aura des murs sinon qu'on va se prendre. Alors, maintenant, OK, en tant que RH, comment est-ce qu'on fait pour réduire les distances de nos salariés? Moi, je vais vous parler de certaines solutions. Il y en a d'autres que moi, je n'aborde pas, qui sont aider peut-être simplement, peut-être pas tout le monde, parce que les entreprises n'ont pas le budget, mais peut-être les talents à se rapprocher, ce que vous voulez garder. Il y a des astuces, le pourcent logement aussi, etc. Mais je voulais vous parler d'une poche d'optimisation qui existe, c'est qu'en fait, 7 millions d'employés de terrain pourraient avoir des trajets plus courts. Et donc là, je vous ai mis quelques métiers, parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, plus de 70% des actifs français sont des employés de terrain, vous voyez quelques métiers, et il se trouve qu'ils, du coup, ne feront jamais de télétravail. Ils font donc leur trajet 5 jours par semaine. Et la bonne nouvelle, c'est que 45% des actifs français travaillent pour des employeurs multisites. Je veux bien que vous mettiez dans le chat s'il y a des employeurs multisites ici qui peuvent témoigner, qui du coup ont des employés de terrain un peu répartis sur le territoire, sur différents sites. Et on est du coup dans une situation un peu comme à gauche dans le gris, là, où tout le monde n'est pas forcément sur l'établissement le plus proche. Ça provoque des trajets un peu longs, 13 km et quelques. Alors que, en fait, certains pourraient faire le même job plus près de chez eux et qu'on tende vers un dispatch beaucoup plus optimal, finalement, des employés de terrain plus proches sur un établissement plus proche de chez eux. Et là, je vous laisse deviner, certains, allez-y dans le chat, à votre avis, quel est ce pourcentage? Quelle est la part des employés de terrain qui pourraient finalement faire le même job pour le même employeur, mais plus près de chez eux? Alors, je ne sais pas si je basculer. Allez-y, tentez le coup. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y en a qui disent 30, on a 50, dit 15, 15. Ok, allez, vous faites les timides. 70, 30, Ok. 66. Ah, eh bien, je pense On n'en a que... aucune idée, visiblement. Ouais, mais je pense que c'est Nadège qui est le plus proche. Voilà la Bravo, réponse. Nadège. Euh, 60. et donc, comment est-ce qu'on fait pour sortir ce chiffre 62%? C'est que nous, donc avec notre plateforme d'analyse des trajets, on a donc les adresses de domicile et de travail des salariés. Je vous rassure, c'est hyper compliant, RGPD, etc. On travaille pour des grands groupes. Et donc, on a la capacité de savoir à poste égal combien pourrait faire vraiment le même poste près de chez eux. Donc, il y a vraiment un énorme potentiel de rapprochement et passer d'une situation qui est fatigante et coûteuse pour tout le monde, pour l'employeur, mais aussi pour l'employé, à une situation d'une meilleure qualité de vie, une meilleure marque employeur et des économies pour tous. En gros, on pourrait faire ça pour plein de gros groupes. Imaginez, voilà, tous les sites Sodexo, les EHPAD groupe SOS, Orange, enfin, tous ces employeurs multisites qui ont plein d'employés de terrain qui pourraient faire des trajets plus courts. Et donc, maintenant que vous savez que, en fait, il y a cette poche d'optimisation et que plein d'employés pourraient avoir, enfin, statistiquement, c'est énorme. Et en plus, c'est pas pour gagner 5 minutes, hein, c'est vraiment, bon là, j'ai pas
Je n'avais pas une conférence d'1 h 30, donc je n'ai pas mis tous nos chiffres, mais restons en contact. Je pourrais vous montrer en fait la ventilation et les énormes gains, parce qu'il y a plein de gens, c'est gagner 20 minutes, une demi-heure, etc. Et donc maintenant, je vais vous montrer 10 raisons d'affecter vos employés plus près de chez eux et qui vont influencer et qui vont avoir un bel impact sur vos indicateurs RH. Donc déjà, première raison, c'est d'augmenter le bien-être au travail, évidemment. Les trajets sont fatigants. Il y a des trucs écologiques qui font un peu mal au cœur. Certains ne sont pas prêts, par exemple, à faire moins de kilomètres loisirs ou arrêter la viande, etc. Faire moins de trajets domicile-travail, ça, tout le monde est d'accord. C'est fatigant pour tous. Donc, évidemment, en région Île-de-France, où ils sont encore plus longs, c'est carrément 75% au-delà du Nord qui trouvent leur trajet désagréable. Vous voyez, plusieurs études sont toutes raccords sur le fait que les trajets domicile-travail sont fatigantes et désagréables. Éviter les accidents de trajet aussi, puisque finalement, les trajets longs actuellement génèrent de la fatigue et du coup, c'est source de 52% des accidents sur les trajets domicile-travail. Réduire l'absentéisme aussi. L'absentéisme coûte super cher, ça je ne vous l'apprends pas. J'ai quand même mis le chiffre parce que ça fait toujours bizarre quand on le voit. En fait, c'est 18 jours d'absence en moyenne pour les salariés français. Ça coûte 4 250 €. Et donc, en se disant qu'avec des trajets plus courts, quand vous aurez muté des salariés plus proches, imaginons avec 5 journées d'absence évitées, ça ferait 1 230 € d'économie. Et si vous êtes dans une boîte de 1000 salariés, ça fait quand même plus d'1 million d'économies. C'est pas rien. J'en profite là, si jamais certains nous écoutent et se disent mais moi je vais partir parce que j'ai pas d'employé de terrain. On n'a que des salariés en télétravail, etc. ou monosite. Tout ce que je vous dis là pour les employés de terrain rapprochés, ça peut concerner aussi des télétravailleurs qui pourraient avoir des espaces de coworking plus près de chez eux. Et ce qu'on fait aussi pour nos clients multisites, c'est qu'on aide justement les salariés du siège, on fait le matching pour trouver où les salariés du siège pourraient travailler plus près de chez eux, sur une agence BNP, on travaille pour BNP, sur un magasin Point P, un ceci, cela, plus proche de chez eux, mais en restant dans la même entreprise, mais en mode coworking. Donc, il y a aussi cette modalité-là pour réduire les trajets. Pour créer du lien humain aussi, parce qu'en fait, il y a cette étude qui montre que quand le trajet est inférieur à 40 minutes, eh bien, on considère plus ses collègues comme des amis, parce que finalement, déjà, on vit plus les mêmes choses, on a plus de points communs parce qu'on vit et on travaille dans le même bassin, on va dire. Et en plus, on n'a pas le nez sur la montre, on peut rester à l'apéro, à la soirée interne, etc. Donc, on tisse de meilleurs liens humains avec ses collègues quand on a des trajets plus courts. Donc, voilà un argument de plus. Puis, on sait que quand les gens s'entendent bien, ils travaillent mieux ensemble, ils osent se parler, ils se disent des choses et on bosse mieux. Pour booster la productivité aussi, il y a une étude qui montre que en fait, quand le trajet est supérieur à 40 minutes, eh bien, en fait, les salariés travaillent 16 minutes de moins par jour en moyenne. Et ça fait quand même 8 jours par an au total. Donc, plus les trajets sont courts, plus les journées, du coup, sont travaillées jusqu'au bout pleinement. Et donc, c'est quand même 8 jours par an, c'est pas rien. J'aurais pu rajouter sur la productivité une autre étude, ce sera pour une prochaine fois, mais je vous le dis à l'oral, c'est que plus les trajets seront courts, plus les salariés pourront faire leur trajet à vélo. Et en fait, il y a une étude qui montre que plus les salariés font du vélo, une activité physique, moins ils sont malades, moins ils sont absents et plus ils sont productifs. Donc là aussi, en aidant vos salariés à avoir des trajets plus courts, ils font plus de vélo et ont une meilleure forme physique. Réduire le turnover aussi. Et ça, c'est un indicateur hyper important, évidemment, pour les équipes RH, pour les entreprises. Donc, en gros, quand on a un trajet plus long, eh bien, on se projette moins à long terme dans l'entreprise, alors que quand on a un trajet plus court, on se voit bien rester plusieurs années. Et une autre étude qui dit quasiment la même chose, c'est que 69% des Français sont prêts à changer d'emploi pour se rapprocher de leur domicile. Donc, imaginez ça appliqué chez vous. Vous avez peut-être 69% de vos salariés qui sont prêts à changer d'emploi pour se rapprocher de leur domicile. Et je vais même faire celle-ci tout de suite, qui va de pair avec les gens qui vont quitter leur job pour se rapprocher de leur domicile. C'est même pire que ça. Ils sont prêts à accepter un poste moins rémunéré s'il est plus près de chez eux. Vous voyez là, je vous laisse regarder les chiffres. J'accepterai une baisse de salaire de 5% pour pouvoir travailler à moins de 20 minutes de chez moi. C'est quand même 59% des moins de 35 ans. Et ensuite, ça baisse un peu, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même quasiment la moitié des plus de 50 ans.
En fait, on voit que la proximité, c'est devenu le nouveau luxe, quoi. Voilà, je vais choisir mon travail et je vais rester si au quotidien, ça ne me prend pas trop de temps d'y aller. Et je reviens sur ce slide-là, du coup. Une autre raison de les rapprocher, c'est pour les aider à augmenter leur pouvoir d'achat. Là, je vous donne l'exemple d'un salarié, on le met un petit peu à toutes les sauces, c'était le premier salarié qu'on a pu rapprocher de chez lui, donc on a un peu fêté sa première mobilité. Et son témoignage, c'était qu'il allait économiser 3 300 € sur son budget voiture en gagnant. En fait, il travaillait sur un magasin. Allô? Il travaillait sur un magasin Point P loin de chez lui et il a été muté sur un magasin Point P plus près de chez lui. Il a gagné 10 km matin et soir. Et donc, comme en plus, il se trouve que maintenant, il va faire son trajet en bus, bah, lui, il a économisé la totalité de son budget voiture, domicile, travail. Donc, c'est quand même énorme en termes d'économie, sachant qu'un chiffre important à avoir en tête, c'est que 67% des employés ne peuvent pas épargner en France. C'est encore pire pour les ouvriers. Je crois que c'est 75% des ouvriers ne peuvent pas épargner. Donc, il y a un vrai intérêt aussi à aider en fait, les employés de terrain à pouvoir épargner et gagner en pouvoir d'achat. Ça, on l'a déjà vu. Un truc à avoir en tête aussi, c'est qu'en rapprochant vos salariés de leur domicile, vous allez les aider vous allez anticiper les zones à faible émission. J'imagine certains nous écoutent, là, sont dans des villes supérieures à 150 000 habitants. Eh bien, sachez que toutes les villes de plus de 150 000 habitants vont devenir des zones à faible émission. On ne pourra pas rentrer, il y aura des panneaux comme ça, et la circulation sera restreinte. On ne pourra que circuler si on a la vignette critère très élevée. Et donc, aujourd'hui, si c'était aujourd'hui, 43% des automobilistes français ne pourraient plus circuler dans ces zones à faible émission. C'est quand même beaucoup. Donc, imaginez 43% de vos salariés qui, du jour au lendemain, vous disent bah, en fait, moi, ma voiture, elle ne rentre plus, là, je ne peux plus venir. Et donc, s'ils sont loin, ils ne pourront plus faire le trajet. Alors que s'ils sont à courte distance, que d'ici là, on les a mutés et qu'ils sont à moins de 6 km, ils pourront faire ça à vélo, VAE, sans forcément devoir changer leur véhicule. Et puis, bah, là, on parle d'employés de terrain. On sait que ce n'est pas forcément les premiers à changer pour un véhicule électrique qui potentiellement peut être plus cher. Donc voilà, il y a aussi ça à anticiper, c'est la mobilité future avec les contraintes énergétiques et climatiques. Et puis enfin, là, ce n'est pas un indicateur RH, mais plutôt un indicateur RSE de bilan carbone, évidemment. Et c'est aussi tout le sens, et c'est la raison pour laquelle on a monté ce projet d'aider à muter les salariés plus proches de chez eux. Certes, il y a le côté humain, mais il y a aussi le côté carbone qui est très important aujourd'hui. Sachez qu'un trajet domicile-travail moyen en voiture, ça pèse environ 1,4 tonne. Et donc, gardons ce chiffre d'une tonne 4 en tête. C'est ce que j'ai représenté par le petit rectangle gris en bas. Pour stabiliser le climat, vous savez qu'on est en réchauffement climatique avec une urgence et qu'il faut réduire drastiquement le plus vite possible. Pour stabiliser le climat, il faudrait que les Français moyens passent d'une empreinte carbone de 12 tonnes à 2 tonnes le plus vite possible. Et si aujourd'hui, le trajet domicile-travail pèse déjà, rien qu'à lui seul, 1,4 tonne, vous voyez qu'il n'y a plus de place derrière, il ne resterait que 0,6 tonnes pour se loger, se nourrir, s'habiller, quelques appareils, des loisirs. Donc, ça paraît un peu compliqué. Il faudrait que le trajet domicile-travail ne pèse plus que 0,5, 0,4 tonnes de CO2. Donc, vous voyez, il y a aussi cet argument-là d'aider les salariés à se rapprocher de chez eux pour faire des trajets moins impactants, pour participer à l'effort collectif de stabilisation du climat. Voilà, je vous ai partagé les 10 raisons. Et nous, notre mission, c'est de vous aider justement à mener cette transition, à ce que ce soit le plus facile pour vous. Et donc, on a monté un logiciel RH qui permet de faire 3 étapes. D'abord, le diagnostic des trajets de vos salariés, un gros diagnostic super joli avec des data viz qui va vous permettre de comprendre l'impact actuel des trajets, la pénibilité, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer dans le diagnostic mobilité, tout ce que vous voudriez savoir. Et ce diagnostic, j'en profite pour dire qu'il est très utile si vous déménagez. On peut vous faire un diagnostic de la situation actuelle versus un diagnostic vers une ou 2 autres adresses. Ensuite, on va pouvoir vous chiffrer le plan de mobilité employeur, qui est une obligation à partir de 50 salariés pour présenter aux représentants du personnel et leur montrer que vous avez un plan d'action pour réduire l'usage de la voiture thermique et les aider à faire des économies. Donc là, on va venir vous chiffrer, vous voyez, les petites pastilles rouges, c'est savoir combien parmi vos salariés pourraient en fait venir à vélo, venir en covoiturage, en transport en commun, etc. Donc, chiffrer un peu toutes les alternatives à la voiture individuelle thermique, mais à isotrajet. Et enfin, la dernière étape, c'est de montrer, en fait, par la carte et par un outil de gestion de mobilité interne, montrer tous ceux qui pourraient être affectés plus près de chez eux. Et c'est là qu'on va vous sortir votre chiffre. Ben voilà, chez vous, il y a 47% ou 60% ou 80% d'employés qui pourraient avoir un poste plus proche.
Donc concrètement, comment ça marche? On signe d'abord un avenant RGPD, c'est très important, le rationnel légal, toutes les mesures de sécurité, quelles données sont partagées. Vous téléchargez ensuite votre fichier RH sur notre plateforme. Nous, on a tout un diagnostic automatisé branché à différentes API. Et puis, vous utilisez ensuite notre plateforme avec votre login mot de passe pour voir tous les résultats. Là, je vous mets un aperçu de quelques écrans de la plateforme, juste vous montrer que c'est très visuel, que ça vous aide vraiment à comprendre votre situation. Et puis voilà, petit mot de la fin. Voilà, on est une start-up, donc ça fait 2 ans qu'on s'est lancé. On est multilabellisé, on est dans les 100 startups pour demain de challenge. Et on travaille déjà pour 22 clients qui sont contents. Donc, on serait ravis d'échanger avec vous si on peut vous aider sur vos problématiques de mobilité. Donc, moi, c'est Laure Wagner. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, me faire un petit coucou. Et puis, j'en profite pour vous présenter aussi Marie qui est là aujourd'hui, qui est notre responsable Bonjour Marie. et voilà, qui Bonjour est à tous. aussi. Mais super, merci beaucoup Laure, c'était très clair. Alors, c'est très clair, il y a de vrais enjeux, c'est entre les mains des RH. Alors justement, on va ouvrir les échanges. Qui aurait une question éventuellement, une problématique, ou alors justement qui se dit moi j'ai rien aujourd'hui, comment je pourrais optimiser tout ça chez moi? Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? N'hésitez pas à activer simplement votre micro en bas à gauche de l'écran. Même pour des questions juridiques, d'obligations, n'hésitez pas pour répondre à tout ça. Bonjour Anne-Sophie, je voulais savoir s'il y avait un délai pour pouvoir mettre en place ces différentes démarches dans le temps. Est-ce qu'on a des obligations légales à respecter ou est-ce que le temps est à ce jour encore relativement souple et est-ce qu'il ne va pas se contraindre plus on va avancer dans le bilan carbone à un moment ou à un autre et s'accélérer? C'est ça. Alors, aujourd'hui, normalement, c'est une obligation annuelle. Vous devez présenter un plan d'action mobilité lors des NAO qualité de vie au travail désormais. La mobilité est devenue un sujet social depuis le décret d'application de la loi d'orientation des mobilités qui a été appliqué en mai 2020. Donc, normalement, vous devez en parler chaque année avec vos RP. Après, entre nous, il n'y a pas de vérification et personne ne va vous courir après. Mais comme je l'ai montré, il y a les obligations et il y a votre intérêt à vous. Et en fait, vous avez vraiment intérêt de le faire, intérêt financier, intérêt humain, intérêt marque employeur. Et donc, plus tôt vous le ferez, mieux ce sera parce que c'est des projets, vous n'allez pas pouvoir faire tout d'un coup. Les mobilités internes, typiquement, muter les gens plus près de chez eux, vous allez peut-être le faire au fil du turnover. Quand un poste se libère, hop, je profite, je propose à Michel qui habite juste à côté, etc. Donc, ça ne va pas se faire en un jour. Les plans de mobilité non plus, remettre en selle tout le monde, etc. Donc, moi, évidemment, je ne peux que vous conseiller de commencer avant qu'on vous court après, quoi, avant que les obligations se durcissent, parce qu'elles vont certainement se durcir, en fait. Du fait là, l'État a été condamné pour non-application des programmes climat. Ils doivent faire 15 millions de tonnes d'économie de CO2. Enfin, donc, forcément, les choses qui n'étaient pas obligatoires vont le devenir petit à petit. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que personne ne vous force à le faire, mais je vous conseille de le faire. Et je suis curieuse, du coup, dans la salle, qui a déjà soumis un plan d'action de mobilité de son entreprise? Bonjour. Bonjour. Vincent, je suis en pleine NAO justement et c'était la raison de ma présence aujourd'hui, c'était pour parler plan de mobilité dans les NAO, qui ne s'appelle plus NAO comme vous l'avez rappelé. Et d'abord, merci pour la présentation parce qu'elle est extrêmement claire. L'outil est particulièrement intéressant et avec un potentiel effectivement par rapport au plan de mobilité, par rapport aux discussions réelles et c'est d'autant plus intéressant. Ma question, alors d'abord j'avais une remarque un petit peu provocatrice. Cette notion de rapprocher les individus de leur lieu de travail, est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire avec l'idée de proposer du travail dans les campagnes, dans les endroits un petit peu plus désertifiés? Et est-ce qu'on n'est pas en train de parler finalement déjà de surdensification de zones qui seraient un petit peu denses?
Je pense aux grandes villes, je pense aux agglomérations. Vous avez cité l'Île-de-France. Il y a d'autres zones. Nantes est une zone compliquée en termes de circulation également. Voilà, donc ça c'était une première remarque juste pour avoir votre avis par rapport à J'y ça. Parce que répondrai, oui. voilà, c'est important quand on parle de climat d'avoir ce sujet-là. La deuxième est plus, pour le coup, moins polémique, c'est par rapport à tout ce qui est forfait mobilité, par rapport à tout ce qui est sur les opportunités diverses et variées. Est-ce que votre outil permet justement d'intégrer les plans de mobilité urbains, les différentes opportunités qui peuvent être proposées aux salariés pour non seulement optimiser le temps de trajet, mais l'utilisation des transports en commun et aller justement sur le sujet du forfait mobilité pour les employeurs et le salarié? Oui. Alors, je réponds à votre première question sur est-ce que du coup, ça ne va pas densifier les vies et est-ce que ce n'est pas contradictoire avec le travail en zone rurale? En fait, justement, nous, on travaille beaucoup pour… nous, notre objectif, c'est de réduire les trajets en voiture. Donc, on aime travailler avec des employeurs plutôt pas en centre urbain où 90% des salariés sont déjà en transport en commun. Et en fait, il s'avère que pour nos clients, que ce soit à Galargues, dans le sud de la France, ou à Épernay, ou ailleurs en Normandie, en fait, souvent, les salariés viennent de loin. Alors que l'employeur, et ça aussi, alors ce n'est pas une fonctionnalité dans notre plateforme, mais on leur apprend aussi à recruter en local. En fait, nous, on les pousse à proposer un poste aux salariés plus proches de chez eux pour que ça fasse moins de trajets et que les villes soient, enfin, qu'il y ait moins de trajets, que ce soit moins la fourmilière. Mais aussi, quand ils déshabillent Paul pour habiller Jacques, parce que c'est quand même un petit peu ça, il y a donc un poste, on a proposé à Michel un poste plus proche, mais donc à un moment donné, il faut remplacer Michel là où on l'a pris. C'est d'apprendre à recruter beaucoup plus proche parce qu'en fait, les gens viennent de loin aujourd'hui. Enfin, ça fait 20 ans qu'on recrute sur Internet. Les gens viennent, c'est devenu normal d'accepter un poste à 20, 30, 40 bornes de chez soi. Et on se rend compte que nos clients qui sont en campagne n'ont quasiment personne, mais vraiment pas de salariés qui viennent des villages environnants. Donc, il y a aussi un vrai sujet et qui, nous, on n'a pas de fonctionnalité pour ça, mais de vraies marques employeurs locales et de savoir recruter dans son territoire de 6 km autour de l'entreprise parce que les gens des villages voisins n'ont jamais l'info qu'un poste se sauve. Voilà. Et ensuite, pardon, sur votre deuxième question, qui était accompagnement forfait mobilité durable, c'est ça, hein, on vous chiffre effectivement en fait, tout le report modal. On est capable de vous dire, bah voilà, parmi tous vos automobilistes, vous en avez 57 qui sont à distance cyclable avec tel pourcentage de pistes cyclables, qui sont dans telle équipe, etc. Et du coup, hop, en entonnoir, vous pouvez vous dire, bon, bah, globalement, j'aurais à peu près tant de cyclistes qui pourraient me demander le forfait mobilité durable. On essaie de faire le même exercice avec les autres modes éligibles au FMD, donc covoiturage, transport en commun, ticket. Et du coup, on vous montre à peu près quelle serait la cible chez vous du FMD pour savoir si c'est une bonne idée ou pas de le mettre en place, s'il y aurait des gens intéressés, il y en a toujours. Donc oui, c'est justement ça l'intérêt de faire de la data analyse, c'est qu'on va vraiment pouvoir vous fournir une cible chiffrée, quoi. Ouais. Et même des listes, quoi. Merci beaucoup. Merci Vincent. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres remarques? Je vois Valérie, par exemple, pourquoi vous êtes venue aujourd'hui? Est-ce que ce sujet est un sujet actuel dans votre entreprise? Oui, bonjour. Donc, moi, je me suis inscrite à ce webinaire parce que justement, suite au NAO, on est dans l'obligation de présenter un plan d'action de mobilité et on voulait avoir aussi d'autres arguments, on va dire, que ce qu'on peut avoir en interne pour justement présenter notre plan d'action, qui est en cours de réflexion. Il n'est pas du tout, pour l'instant, on y réfléchit. C'est votre premier? Oui. D'accord. Bah, n'hésitez pas, on peut, enfin vraiment, on se fait une discussion à bâton rompu après, si on peut vous aider, même comme ça, juste à réfléchir, à savoir quels sont vos prios.
Et j'espère que du coup, les 10 raisons que je vous ai Oui, partagées tout à l'heure, ça aidera. oui, c'est sûr, elles nous ont convaincus. Ouais, tant mieux. Top. Après, je rebondis sur ce témoignage. En fait, il n'y a pas un plan de mobilité, hein. C'est vraiment en fonction de chaque territoire, de ce que nous donne la data, d'où habitent les gens. Parfois, ça va être un gros plan vélo va être tout à fait pertinent. Parfois, pas du tout, parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, quasi personne n'est à distance cyclable avec de la piste cyclable. Donc, ça ne sert à rien de mettre des racks à vélo et de mettre de l'énergie là-dessus. Il vaut mieux mettre tout de suite l'énergie sur quelque chose qui marchera plus vraisemblablement. Donc, voilà, il n'y a pas. Je ne peux pas vous donner des pistes, genre il faut proposer ça, parce qu'en fait, ça dépend vraiment. Il faut regarder votre data, il faut regarder votre territoire et il n'y a pas deux plans de mobilité qui soient les mêmes. Moi, j'aurais une question. Alors, j'imagine, je suis RH d'une PME, je n'ai pas forcément les moyens de mettre en place une telle solution qui paraît géniale, mais quelles petites On a une grille de actions... prix pour toute taille d'entreprise. J'en profite pour le dire. J'entends. Mais admettons, bon, la direction refuse de prendre cette solution malgré tout. Quelles petites actions je peux mettre en place aujourd'hui, moi, RH de PME, pour commencer, en tout cas, une démarche, en tout cas, pour une mobilité plus durable? Déjà, vous pouvez observer, hein, c'est un petit peu comme la permaculture, hein. D'abord, on observe. Si vous voyez que les gens rentrent manger chez eux, il y a un chiffre aussi que je n'ai pas mis tout à l'heure, mais 28% des actifs français rentrent déjeuner chez eux. Et je peux vous dire que ce n'est pas les gens qui ont 3/4 d'heure de trajet à Paris, hein. C'est ceux qui sont en voiture et qui rentrent en 10 minutes. Donc déjà là, vous pouvez proposer de changer les horaires pour que les gens ne rentrent pas entre midi et 2. Ça fera du CO2 en moins, de la fatigue en moins, du risque d'accident de trajet en moins. Et en plus, ça fera de la cohésion. Voilà, ça a l'air sympa derrière chez Eurecia, oui, les petites tables comme ça. Bon, voilà, même si c'est pas aussi déco chez tout le monde, mais voilà, un petit coin sympa pour que les gens, plutôt que d'aller manger leur reste chez eux, mangent les restes sur place. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même sans accompagnement, voilà, parce que vous le voyez que les gens rentrent manger chez eux. Autre chose, si vous avez quelques cyclistes, par exemple, eh bien, vous pouvez, alors vous n'avez aucune idée de combien de personnes sont également à distance cyclable, mais si vous savez qu'il y a quand même, vous regardez un petit peu sur GeoVélo, par exemple, s'il y a des pistes cyclables autour de chez vous, bon, vous ne saurez pas vraiment combien de personnes, vous n'aurez pas la data analyse qu'on pourrait vous faire, mais vous pouvez organiser un petit café vélo pour que votre cycliste ou vos 2-3 pionniers cyclistes en parlent aux autres, partagent un peu leur expérience, les équipements qu'ils utilisent, etc. Vous pouvez lancer pareil, donc en fait, on peut faire plein de choses, mais quand on n'a pas la data analyse, c'est un petit peu avec un bandeau sur les yeux. Donc, vous pouvez lancer une appli de covoiturage. Moi, je suis une ancienne de Blablacar, vous l'avez compris, donc je ne peux que vous recommander. C'est vraiment l'appli qui fonctionne super bien, où il y a déjà 2 millions de Français qui partagent leur trajet domicile-travail. Donc, où que vous soyez, il y aura déjà, l'appli ne sera pas vide, il y aura déjà des gens. Donc, lancer le covoiturage, mais encore une fois, sans la data analyse, vous ne saurez pas d'où viennent les gens, quelle ligne lancer, est-ce qu'ils ont les mêmes horaires, est-ce qu'ils sont dans les mêmes équipes, dans les mêmes rotations, parce que ça, on fait ça aussi, regardez ceux qui viennent du même coin, mais ont-ils les mêmes horaires, sont-ils sur les mêmes rotations des 3-8, etc. Donc, mais vous pouvez le faire. Et puis, vous pouvez écouter, vous pouvez faire un petit groupe, un petit groupe mobilité, et il ressortira des choses d'un petit groupe de travail. Les gens connaissent leur territoire, ils ont déjà des idées. Quand ils pèsent contre quelque chose, ils ont des idées. Donc, vous pouvez mettre en place un petit groupe comme ça. Mais c'est vrai que c'est ce qui se passait depuis 15 ans. Et le problème d'un plan de mobilité comme ça, sans données, c'est que du coup, il y a des entreprises qui ont mis de l'énergie sans comprendre pourquoi ça ne marchait pas pendant des mois et des mois, alors que du coup, avec un bon plan de mobilité bien fait, on va directement à l'essentiel, à ce qui marche, quoi. Voilà. Super, merci. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Profitez-en, il nous reste encore 20 bonnes minutes. Si vous êtes en plein de mobilité, c'est le moment ou jamais. J'en profite. Je ne sais pas si Marie l'a mis, mais en fait, on a fait un article de blog sur des exemples d'accords mobilité. Si vous voulez vous inspirer un petit peu avant votre NAO, on a mis 10 exemples en fait, disponibles en téléchargement sur notre article de blog. Et alors du coup, est-ce que certains ont déjà mis en place le FMD? Le FMD, pour les intimes, donc Jennifer, c'est le forfait mobilité durable. Je vais peut-être en profiter. J'avais compris. Ceux qui ne savent pas. Donc, alors je vois, non, pas encore. FMD, très bien. Alors, je vais vous raconter le FMD. Super.
Bon, je vais commencer par ce que tout le monde connaît, je pense, c'est le remboursement transport, les fameux 50% de l'abonnement transport en commun. Ça parle à tout le monde. Mais du coup, bah, voilà, vous prenez la facture transport en commun, vous en remboursez 50%, ça c'est connu. Mais du coup, les gens qui venaient à vélo ou en covoiturage, qui font aussi des efforts quelque part pour l'écologie, etc., bah, eux, bah, pas de remboursement. Ils se payent leur propre vélo, leurs équipements, etc. Et donc, justement, ce forfait mobilité durable est là pour faciliter le remboursement de ces pratiques alternatives à la voiture. Donc, le forfait mobilité durable se négocie lors de vos NAO avec les RP d'un montant entre 0 et 600 € par an par salarié. C'est même facultatif, vous pouvez dire c'est 0. Nous, désolé, il n'y a pas le budget. Et puis en plus, on a fait notre plan de mobilité, on se rend bien compte que voilà, il y aura quasi personne n'est concerné. Donc nous, c'est 0, désolé. Et au contraire, si vous voyez que ça peut complètement libérer votre parking, que vous avez 200 cyclistes potentiels, que finalement vous ferez d'énormes économies parce que nous, on vous calcule le ROI, ça va vous faire baisser l'absentéisme, plus besoin de parking, etc., les gens plus productifs et tout, bah, vous allez mettre, du coup, proposer en fait un forfait mobilité durable. C'est pour le vélo, les trottinettes, les monowheels, engins, etc., le covoiturage et l'autopartage. Donc, en gros, plus des alternatives durables. La marche n'est pas encore prise en compte parce qu'il n'y a pas, le problème de la marche, c'est que ça ne coûte rien, donc c'est difficile de rembourser la marche, mais quelque chose sera peut-être trouvé pour valoriser effectivement les gens qui viennent en 25 minutes à pied et à qui aujourd'hui on rembourse rien. Et l'autopartage, si je ne me trompe pas, du coup, c'est louer en fait, de temps en temps une voiture en particulier, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Alors Okay. honnêtement, sur le domicile-travail, ça marche moyen parce qu'en fait, vous n'allez pas sortir de chez vous tous les matins en croisant les doigts pour qu'il y ait une voiture en autopartage. Et puis s'il n'y en a pas, bah, vous êtes mal pour aller au boulot. Ce qui marche mieux pour aller au boulot, c'est le covoiturage. C'est-à-dire que vous trouvez sur Blablacar Daily ou autre appli quelqu'un qui fait le même trajet que vous. Et donc, vous allez mettre en place soit une alternance, une semaine je prends la voiture, une semaine c'est toi. Et donc, on se donne un point de rendez-vous et on partage les frais grâce à l'appli. Là, pour le coup, ça fonctionne vraiment de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent. En plus, là, avec l'augmentation du prix du carburant, c'est le moment ou jamais de s'y mettre, même malgré le Covid, hein, j'en profite, mais une fenêtre un petit peu ouverte, masque, franchement, il y a eu des études, le covoiturage n'est pas interdit en période Covid du tout, donc ne vous privez pas de vous mettre au covoiturage en ce moment avec le prix du carburant. Voilà. Donc voilà, FMD, je crois que ouais, j'ai fait le tour, le coût. Alors, l'avantage du FMD, pardon, c'est que du coup, il n'y a pas de charge sociale et ça n'est pas imposable pour les salariés. Donc, quelque part, voilà, si vous décidez que c'est 500 €, c'est vraiment 500 € net, quoi. Donc, c'est une manière aussi pour vous de donner plus de pouvoir d'achat sans augmenter les salaires. Et comment est-ce qu'on vérifie que ces 500 € sont bien utilisés pour faire du vélo ou du covoiturage, etc. Il y a plusieurs manières. Encore une fois, on a un article de blog qui montre les différentes manières. Donc, il y a des attestations sur l'honneur et vous pouvez garder un système de notes de frais, voilà, et déclaration sur l'honneur. Mais il y a aussi des systèmes maintenant et des super startups qui proposent des cartes prépayées où vous allez mettre 200, 300, 400, 500 € sur la carte. Donc, que ce soit Better Way, Swile ou d'autres acteurs qui se sont lancés sur ces sujets-là. Et donc, vous allez pouvoir distribuer à vos salariés la carte avec le montant du FMD qui ne sera valable pour n'acheter que des choses de mobilité. Ça, c'est leur tambouille, mais vous ne pouvez pas vous acheter un barbecue avec, ce sera que dans des magasins de vélo, même chez Decathlon, les transports en commun, les vélos, les trottinettes, etc. Super. Bon, maintenant, le FMD est clair. Est-ce qu'il y a d'autres d'autres avantages comme ça qui viennent du gouvernement qu'on pourrait mettre en place Il y en a un qui est complètement à l'inverse de la thématique d'économie des émissions à effet de serre, mais qui est peu connu et que moi, j'ai utilisé au sein de l'entreprise dans laquelle je suis, parce qu'on a 70 sites sur toute la France, donc c'est important. Il existe une disposition du Code général des impôts qui permet de verser une prime jusqu'à 200 € pour prendre en charge les frais de carburant des salariés. Alors, elle est, je ne sais pas si elle est reprise dans le FMD,
mais vous avez cette possibilité, quand vous n'avez pas de transport en commun, d'avoir une indemnité. C'est pas une prime, c'est une indemnité. Donc vraiment, elle est ni fiscalisée ni socialisée, et jusqu'à 200 € maximum par an. Voilà, alors je suis désolé, c'est pas tellement dans la tonalité plutôt écolo, mais en termes de marque employeur et de facilité offerte aux salariés, quand on a des rémunérations qui sont pas forcément élevées, ça permet aussi d'améliorer ça fait quand même deux montants de primes à inflation, donc ça permet d'améliorer le quotidien des salariés. Oui, effectivement. Mais du coup, c'est un coût à grande échelle. Si vous avez des milliers de salariés fois 200 €, voilà, c'est quand même des coûts et qui. Oui, il faut qu'ils ne soient pas dans des zones. C'est que les établissements qui ne sont pas soumis à la taxe sur les transports. Donc, c'est vraiment dans des. Voilà, c'est vraiment dans des zones où il n'y a pas de transport urbain. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est un coût aussi. Bah, mais vous n'avez pas le transport dans ces zones, vous n'avez pas le 50% d'abonnement dans ces zones-là. Oui. Puis 50% de l'abonnement, ça peut coûter plus cher que 200 € par an. Exactement, souvent ça coûte plus cher. Bah oui, effectivement. Alors, tout ça, c'est des primes qui ont été mises à une époque, enfin même maintenant, mais effectivement, c'est pas corrélé aux efforts qu'on doit faire sur le carbone. Non, mais je veux dire. Mais moi, j'étais né. Mais en fait, non, mais c'est comme les voitures de fonction, etc. En fait, dans un monde qui doit se réinventer, être en transition, typiquement, il y a une idée que je pose de plus en plus, c'est pourquoi donner à tous ces salariés qui sont à moins de 5-6 km une voiture de fonction, alors que vous pourriez leur donner le crédit mobilité. Ça, c'est un truc aussi que vous pouvez mettre sur la table lors des NAO. C'est tous ces gens-là qui n'ont pas besoin de la voiture au quotidien parce qu'en fait, ils pourraient avoir un vélo de fonction. Et ensuite, la voiture de fonction, en gros, ça coûte 500 € par mois. Donc, à la limite, proposer à ceux qui ont une voiture de fonction de dire est-ce que tu vas pas plutôt que je te subventionne 500 € par mois et que tu viennes en voiture, est-ce que tu vas pas plutôt mettre 500 € dans ton loyer ou dans ton remboursement transport et que ce soit plutôt vécu comme une prime de mobilité, de proximité et que tu te rapproches de l'emploi. Ou la version crédit mobilité où la personne, au lieu d'avoir 500 € dans la voiture de fonction, va avoir 500 €, mais avec tout un panel de mobilité, toujours avec les cartes dont je parlais tout à l'heure, Swile, Betterway, où on va avoir 500 €, mais du coup, les salariés seront libres avoir ce vélo de fonction, de prendre des billets de train, même du VTC de temps en temps, de l'autopartage, etc., pour jongler et avoir différents modes selon leurs différents besoins qui ne sont pas les mêmes, selon qu'ils ont un rendez-vous client en centre urbain ou un déplacement ailleurs. Voilà, c'est plus souple. Et quand on n'a pas une voiture à disposition, forcément, on la prend moins. On va plus facilement basculer sur des modes doux. Et de rappeler dans le même ordre d'idée qu'on a l'obligation de verdir nos flottes automobiles, en plus effectivement de ça, et de sortir effectivement de flotte uniquement au gasoil ou à l'essence. Et j'en profite, si certains n'ont pas encore fait leur choix, je rappelle que la voiture hybride, du coup, est le pire des deux mondes. C'est-à-dire qu'une voiture hybride a donc 2 moteurs, est donc très lourde. Quand on est en mode électrique, donc forcément, elle a une plus petite batterie qu'une Zoé, donc elle va pouvoir avoir moins d'autonomie. Et quand elle est en mode thermique, eh bien, elle doit trimballer la batterie et le moteur électrique. Donc, ça va être une consommation supérieure aux voitures thermiques normales. Donc, vraiment, regardez bien les électriques, là, les Zoé. Moi, j'en ai une, ça fait 2 ans que je roule en Zoé. C'est 400 km l'été, plutôt 300 l'hiver. Donc, si vos commerciaux, etc., font moins que ça, franchement, passer à l'électrique directement avec des cartes de recharge, etc., des bornes, parce que vous risquez d'avoir des mauvaises surprises en passant à l'hybride avec des consommations supérieures parce que les gens n'auront pas fait le switch, ne la chargeront pas et vous allez avoir plus de consommation. Donc voilà, ça se regarde, mais peut-être de sauter une étape, de ne pas passer de la thermique à l'hybride avant de faire l'électrique, mais d'aller directement à l'électrique. Vous pouvez, si les distances s'y prêtent. Et en tout cas, si vous passez à l'hybride quand même, si certains là sont en train de se dire « Ah mince, on a tout pris en hybride », formez bien vos salariés pour qu'ils chargent leur voiture hybride le plus souvent possible, qu'ils roulent un maximum en mode électrique et surtout pas qu'ils soient dans un laisser-aller et de se dire « j'avais pas de quoi charger, donc je roule en thermique ». Donc, entre les deux hybrides, l'hybride rechargeable est ta préférée au 100% hybride qui, lui, se recharge avec le thermique, si je vous comprends bien. Alors, oui, si
si l'hybride est rechargé tous les jours, si l'hybride rechargeable est bien rechargé et qu'elle roule 90% du temps, même plus, en électrique. Que le côté essence soit vraiment très rare en cas de panne ou en attendant de charger. Mais qu'il faut vraiment avoir un état d'esprit de si j'ai une voiture hybride rechargeable, je la recharge tout le temps, je dois pouvoir rouler en électrique la plupart du temps. Et ce n'est pas ce qui se passe dans les flottes automobiles aujourd'hui. Ah, je comprends. Et donc, ne prenez pas les hybrides avant d'avoir les bornes. On met d'abord les bornes et ensuite on prend les hybrides pour qu'elles puissent être chargées. Le crédit mobilité peut être utilisé pour équiper les entreprises, pour équiper les domiciles des salariés en bornes électriques, justement? Alors là, j'ai un doute. Je reviendrai vers vous. OK, on va regarder. Avec plaisir. Vous pourrez, je pense que Jennifer pourra nous donner vos coordonnées, mais j'ai un article sur le crédit mobilité. Quand on avait fouillé à l'époque, il ne me semble pas que les bornes pouvaient être… Mais par contre, l'employeur a tout à fait le droit et finance, et ça fait partie des avantages collaborateurs, à installer la borne chez les salariés. On a des clients qui le mettent en place en ce moment. D'ailleurs, on a un bon partenaire qui s'appelle BEEV, B-E-E-V, qui sont avec nous à Station F. Je vous les recommande. Donc oui, l'employeur peut installer des bornes et c'est dans son intérêt. Avec un système où du coup le salarié ne paye rien, ne paye ni l'installation de la borne ni l'électricité, la facture part directement à l'employeur, donc c'est top. En revanche, est-ce que ça fait partie du crédit mobilité? Est-ce que c'est sur ce budget-là ou sur un autre? Là, j'ai un petit doute, donc on va vérifier. Oui, de toute façon, je mettrai les coordonnées de Laure dans le compte rendu écrit. Je me suis noté, Vincent, que la question est là. Je vous mettrai en relation. Merci beaucoup. Pour moi, le crédit mobilité, c'est plus, on estime en premier lieu, le point de départ, c'est on estime le coût de votre voiture actuelle. Vous en choisissez une plus petite dans le catalogue, genre je passe d'une grosse berline thermique à une petite Zoé. Ensuite, du coup, il reste un budget, il reste peut-être 250 €, et donc ça va être 250 € par mois. Donc ça va être peut-être un vélo, un VAE de fonction, plus à nouveau du budget, alors soit qui va être versé sur le salaire, ce qui n'est pas utilisé, soit rester sur une carte, se cumuler, pour utiliser, avoir un budget mobilité, train, VTC, etc. Mais les bornes, je ne suis pas sûre, on va vérifier. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des questions? Il nous reste 10 petites minutes. Diana, est-ce que vous auriez des questions? Excusez-moi, vous êtes une des seules à avoir la webcam, j'en profite. Non, bonjour à tout le monde. Non, bonjour. Pas spécialement de questions. En fait, je suis dans une entreprise qui se crée et c'est une industrie, donc je n'aurai pas du tout le choix de faire bouger mes salariés, de les faire éventuellement déménager si j'arrive à leur dire que c'est mieux s'ils habitent près de l'entreprise. Mais voilà, dans tout ce qui a été dit, c'est vrai que je trouve ça super, mais je ne me sens pas tellement concernée. Votre prochain poste pour des collègues. Voilà, tout à fait. Mais je suis tout à fait d'accord avec le principe et je ne comprends pas toutes ces grandes entreprises, effectivement, qui font partir un salarié à 100 km alors qu'il y a un poste à côté de chez eux. Et je suis tout à fait d'accord que tout le monde a à y gagner, salarié comme employeur. Mais parfois, elles ne le savent pas. Nous, là, nos clients, ils tombent des nues. Quand ils voient le chiffre, quand ils voient la cartographie, la fourmilière que c'est, ils tombent des nues, vraiment. On ne se doute pas. Parce qu'en fait… le salarié, lui, il le sait, il n'est pas bête, il sait très bien qu'il travaille à Carrefour loin et qu'il a un Carrefour plus proche. Mais quand il était au chômage, il y avait un poste là-bas, il n'avait pas près de chez lui, et il n'avait pas le luxe de se dire j'attends 8 mois de voir si quelque chose se libère près de chez moi. Et puis après, une fois qu'il est en poste dans son magasin Carrefour et qu'il est un salarié parmi d'autres, il dit juste à son N+1 tu crois qu'il y aurait la possibilité un jour que je sois muté là-bas, mais le N+1, il n'en sait rien, c'est trop compliqué. Et puis en plus, son intérêt personnel, c'est pas de le lâcher. Son intérêt personnel, c'est de garder son équipe. Il faut vraiment qu'il y ait l'équipe RH au-dessus, qui ait la vision d'ensemble pour dire au middle management, écoutez, je comprends bien votre peine de laisser partir Michel, mais vraiment, il y aura… ça va être mieux parce qu'on va vous mettre quelqu'un à la place qui va être plus proche et qui du coup sera aussi bien et moins absent, etc. Donc c'est pour ça la situation elle est méconnue en fait des RH en local. Vous disiez, je suis désolé, je monopolise les questions, vous disiez que vous aidiez à recruter localement.
il y a un vrai sujet, on en a déjà un petit peu parlé, mais du coup, comment vous faites par rapport à à ce que vous venez d'évoquer, hein, le fait que les gens postulent parce qu'ils ont besoin de travailler et c'est également très important. Et le fait également que moi, en tant qu'employeur, je n'ai pas la possibilité de sélectionner un salarié par rapport à son lieu Bien d'habitation. sûr, non, 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 non. Voilà. Et ce n'est pas du tout le sens, je tiens à le préciser, ce n'est pas du tout le sens de ce que je disais. Mais aujourd'hui, vous recevez plein de candidatures qui viennent de très loin. Voilà, on l'a vu, le trajet, c'est 13,3 km. Il y a des gens qui viennent de 20, 30, 40 bornes. Si vous mettez un accent sur la marque employeur locale, et ça, pour le coup, nous, ce n'est pas notre plateforme qui le fait, mais on vous conseille là-dessus. On a tout un guide d'action pour nos clients, d'apprendre à utiliser les ficelles du géomarketing, de plein de choses, de la marque employeur, mais locale, pour vous assurer, vous mettez un objectif que je veux que les villageois autour, quand j'ouvre un poste, je veux qu'ils soient au courant. De cette sorte-là, vous aurez beaucoup plus de candidats locaux, et statistiquement, quand vous aurez plus de candidats locaux, il y en a bien parmi ceux-là qui vont vous plaire. Donc statistiquement, les locaux ne sont pas plus bêtes et moins bons que ceux qui sont plus loin. Vous allez du coup avoir plus de chances d'embaucher des gens du cru, vraiment juste autour, qui vont pouvoir venir à pied, à trottinette, à vélo. Mais évidemment, je ne suis surtout pas en train de vous dire qu'il va falloir discriminer par rapport à la distance. Évidemment, vous prenez vos meilleurs candidats à compétences, les compétences que vous cherchez. Mais c'est juste que statistiquement, vous aurez plus de locaux si vous savez, si vous déployez les bonnes pratiques de communication locale. Mais c'est vrai, nous, chez Eurecia, on est à Castanet-Toulousain, juste à côté de Toulouse. Et finalement, on a beaucoup de Toulousains qui sont quand même à 15 km finalement. Et c'est vrai que quand on parle aux habitants d'ici, même moi j'en connais des jeunes, etc., de notre âge, mais en fait ils connaissent même pas l'entreprise et c'est très dommage. Pourtant, ils ont des compétences aussi bonnes que les vrais urbains de Toulouse, quoi. Donc effectivement, oui, il y a un travail à faire au niveau de la communication locale. Ouais. C'est un premier pas, effectivement. Bon, je vois qu'il nous reste 5 petites minutes. Est-ce que quelqu'un aurait une dernière question? Vincent, une dernière? J'osais pas. Allez, profitez, tant qu'on y est. Non, en plus, je n'ai pas de dernière question. Je vous remercie beaucoup. C'est très aimable. Bon, mais très bien. Est-ce que Laure, du coup, tu voudrais dire une dernière chose sur ces 5 minutes? Écoutez, oui, petit mot de la fin, c'est cette transition de la mobilité, on pourrait se dire que c'est entre les mains des professionnels de la mobilité ou de l'aménagement, mais non, en fait, réellement, la mobilité domicile-travail est entre les mains des équipes RH, et que en prenant en compte ce sujet-là, en fait, il y a un lien direct avec vos indicateurs RH. Donc voilà, n'hésitez pas à vous plonger dans ces beaux sujets de contraintes de mobilité, de combien de kilomètres on peut faire avec quel mode, et que ce n'est pas automatique. Il ne suffit pas de mettre quelques racks à vélo devant une entreprise pour que les gens s'y mettent. C'est des vrais projets. Et statistiquement, un plan de mobilité accompagné est un plan de mobilité qui marche mieux qu'un plan de mobilité improvisé, parce qu'il y a des vraies compétences, des vraies connaissances. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à de l'aide, quelle qu'elle soit. Et évidemment, on en fait partie. Super, mais merci beaucoup Laure, on va rester sur ça. Merci à tous d'être venus, d'être fidèles au canapé. Comme d'habitude, pour ceux qui ne le savent pas, j'envoie un compte rendu écrit ainsi que le replay vidéo par mail que vous recevrez d'ici vendredi. Je vous donne rendez-vous au mois de février. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous confirmer avec qui et à quel sujet, c'est en cours de négociation. Je voulais aussi vous remercier pour ceux qui peut-être ici ont répondu à mon enquête concernant les canapés RH et l'ensemble de la communauté. Grâce à vous, nous avons décidé de créer un groupe de discussion sur LinkedIn qui sera réservé uniquement aux professionnels RH de PME françaises, où vous serez vraiment en intimité entre vous. Vous pourrez partager entre vous les bons plans, les bonnes pratiques. Je ferai aussi intervenir de temps en temps des experts dans leur domaine pour vous aider, vous accompagner dans votre quotidien et répondre à vos problématiques.
Donc c'est en cours, je vous l'enverrai très bientôt. Voilà, bon, je n'ai pas grand-chose à vous dire d'autre, ne serait-ce que de nouveau de vous souhaiter une belle année, un bon courage pour ce début d'année qui est assez, qui est sur les chapeaux de roue, j'ai l'impression, parce que vous êtes beaucoup moins nombreux que d'habitude. Donc je vous souhaite bon courage. Et je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine, et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.